Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, erreur, bavure au standard des SAMU. Enquête ouverte à Saint-Étienne après la mort d'une femme enceinte. Europe 1 a enquêté sur les centres de régulation médicale et les assistants qui répondent au téléphone. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? C'est l'enquête du 8h dans un instant avec Maud Deschamps. Mais Maud Descamps, 10e séquence d'arrêt à la SNCF. Peu de grévistes, mais les entreprises de fret commencent à tirer la langue. Reportage à suivre. Pour le mondial, Didier Deschamps fait le pari de la jeunesse. 9 des appelés français comptent moins de 10 sélections. Kylian Mbappé, très honoré, vous l'entendrez. Et puis l'hypothèse de transfert la plus étonnante, Buffon, le gardien italien de 40 ans, quitte la Juve et pourrait atterrir à Paris. Dans ce journal, Nicolas Hulot en public, hier soir avant son plan pour la biodiversité. Le marché automobile français qui retrouve son niveau d'avant la crise, nous dira Daniel Fortin. Le Venezuela qui s'apprête à voter, reportage européen sur place. Et la mort d'un extraordinaire mélodiste, Gérard Joannest, 35 musiques pour Jacques Brel, dont Ne me quitte pas. 8h15, notre invité, l'ancien président de l'UMP et maire de Meaux, Jean-François Copé, à fond derrière le plan Borloo pour les banlieues. Rentrez chez vous, monsieur, c'est un coup de chaud, avait dit le pompier de permanence à un homme de 37 ans pris de malaise et en train d'appeler les secours. En réalité, c'était un AVC. Le patient pris en charge avec 3h30 de retard vit depuis 6 ans paralysé sur son lit d'hôpital. La justice vient de condamner le service de secours du Nord et l'hôpital de Roubaix à 300 000 € de dédommagement. Et puis autre histoire, je vous le disais, 2 semaines après la révélation de l'affaire Naomi à Strasbourg, une enquête a été ouverte à Saint-Étienne après le décès par arrêt cardiaque d'une femme de 38 ans que le SAMU avait renvoyé sur son médecin traitant. Qui sont celles et ceux qui vous répondent quand on compose le numéro du SAMU? Comment sont recrutés ces ARM, assistants de régulation médicale? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Patrick. Vous êtes rendu au centre de régulation du SAMU d'Amiens. Qui sont donc ces ARM? Eh bien, ce sont 2200 hommes et femmes qui traitent 30 millions d'appels par an. Ce ne sont pas des personnels médicaux, mais ils sont sous l'autorité d'un médecin toujours présent dans la salle. Il n'y a pas de diplôme spécifique. Chaque SAMU forme ses opérateurs comme il l'entend et forcément, toutes les formations ne se valent pas. Quand vous êtes ARM, la plupart du temps, vous assurez des vacations de 12 heures d'affilée, des permanences la nuit et un week-end sur 2 pour un salaire compris entre 1 300 et 1 700 € net par mois. Maud, l'affaire Naomi a révélé un fonctionnement archaïque de ces plateformes de régulation. Oui, vous savez que Naomi a d'abord appelé les pompiers qui l'ont réorienté vers le SAMU. Et première faille, les informations sur Naomi n'ont pas pu être transmises par informatique parce que les systèmes ne sont pas compatibles. Le pompier a dû répéter au SAMU toutes les informations. Non seulement on perd du temps alors que chaque seconde compte, mais en plus ça va dégrader le diagnostic puisque le pompier va influencer l'ARM par ses mots, par son ton. C'est ce que les scientifiques appellent le raisonnement intuitif. Le professeur Christine Amirati, qui dirige le SAMU d'Amiens, a étudié ce mécanisme. Chaque fois qu'on a une situation d'urgence, on a de façon irrépressible, j'ai presque envie de dire un pré-diagnostic qui vient dans nos têtes. Avant même d'avoir vu le patient, simplement lorsque l'infirmier, lorsque l'aide-soignant va nous dire 2-3 mots concernant le malade. Ça peut être source d'erreur dès l'instant où, parce qu'il y a une charge mentale importante, parce qu'on est fatigué, eh bien on n'a pas la capacité de remettre en cause ce raisonnement intuitif. Alors pour rester alerte, les ARM ne doivent pas rester à leur poste plus de 2 heures d'affilée, mais ça c'est dans l'idéal parce que tous les SAMU ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Le nombre d'appels, Patrick, a doublé en 10 ans, jusqu'à 1000 par jour, alors que le nombre d'ARM, lui, n'a pas bougé. Alors Maud, dans l'affaire Naomi, l'enquête va devoir déterminer si l'opératrice a décidé seule de ne pas envoyer les secours. Est-ce qu'elle a le droit de prendre cette décision? Non, les procédures sont très claires, comme l'a précisé Patrice Beauvilien de l'Union nationale des assistants de régulation médicale. Les procédures existent, elles sont citées par le guide de régulation de SAMU Urgences de France. Le seul qui peut décider de ne pas envoyer de secours, c'est le médecin régulateur. C'est sa responsabilité. L'ARM ne peut en aucun cas refuser d'envoyer un moyen. Alors au final, Patrick, on se rend compte que les procédures des ARM sont en fait parsemées de failles qui peuvent conduire à l'erreur. Selon leurs représentants, seuls 30% des centres de régulation en France fonctionnent dans de très bonnes conditions, comme à Amiens. C'est pour cette raison que la profession réclame un diplôme d'État pour encadrer ce métier, mais aussi pour le sécuriser. On sait maintenant ce qui se passe derrière l'appel aux 15 enquêtes du 8h signé Maud Descamps. Merci beaucoup Maud. L'actualité de la nuit, c'est une première mise en examen 6 jours après l'attaque au couteau à Paris. Un ami du tueur, lui aussi d'origine tchétchène, a été présenté à un juge et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes. Et puis l'arrestation d'un des rares
Français à avoir été innocenté à un procès en révision. Marc Machin est en garde à vue, à nouveau soupçonné de viol sur une jeune femme. Europe 1, 8h05. Contre l'empoisonnement des sols ou les hécatombes d'abeilles ou d'oiseaux, Nicolas Hulot va présenter aujourd'hui des pistes pour sauver la biodiversité, développer la nature en ville par exemple, ou limiter les pesticides. Nicolas Hulot, ministre pour combien de temps encore après avoir relancé lui-même les spéculations avant-hier sur son avenir gouvernemental? Il était hier soir dans le Var, aux Arcs, près de Draguignan, en mission comme ses collègues pour défendre sa politique, leur politique auprès des Français. Reportage Frédéric Michel. Nicolas! Son cortège aura soigneusement évité les manifestants venus l'accueillir, mais si Nicolas Hulot a préféré entrer par une porte dérobée, sur scène, le ministre promet de répondre à toutes les questions. Bien, mesdames, messieurs, bonjour, je suis le préfet. Les questions sont libres. Je suis cheminot. Il y a une réforme engagée. Je suis désolé. Aimez-vous les agriculteurs et l'agriculture française? Et dites à Monsieur le Président de renverser la table au niveau de la PAC. Moi j'ai une question courte. Quel est l'avenir du solaire selon vous? J'ai une question à vous poser. Elle concerne le déploiement des antennes mobiles. 12 questions posées par un public plutôt acquis mais qui n'a pas été trié. Durant 1h30, Nicolas Hulot a parlé d'écologie, répondu à des préoccupations locales, défendant en préambule la politique du gouvernement sans jamais aborder son avenir. Les gens qui étaient dans la salle, ils sont intéressés par des sujets très concrets. Mais moi j'ai pas d'état d'âme. Je m'interroge, j'ai des doutes, mais comme tout le monde. Vous pourriez démissionner dès cet été. J'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je n'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas dit ça. Cherchez à aucun moment. C'est un non-sujet. Quoi qu'il en soit, Nicolas Hulot a semblé plutôt à l'aise hier soir, avouant en conclusion avoir vécu un moment d'épanouissement après une semaine agitée. Frédéric Michel dans le Var. Les doutes aussi ceux apparemment du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, interrogé sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Il a hier soir sorti un joker. La taxe d'habitation pourrait être maintenue pour les résidences secondaires. Le patron de La République En Marche, Castaner, a plaidé en ce sens hier soir sur France 2, mais la décision n'est pas encore arbitrée. Moins de grévistes à la SNCF, 50% de moins par rapport à lundi dernier d'après la direction, mais la grève quand même, 10e épisode avec environ un TGV sur 2 et autant de RER, ce qui commence à poser de sérieux problèmes aux grandes entreprises comme Danone, ArcelorMittal ou Cronenbourg qui utilisent le train pour leur transport de marchandises. François Geffrier. 1 million de tonnes de ciment ou de granulats transportés chaque année par le rail pour le groupe Ekiom. La grève à la SNCF commence à prendre des airs de catastrophe, explique son directeur logistique François Meyer. On rate à peu près un train sur 2 depuis le début de la grève. C'est très compliqué parce que c'est un report sur la route, donc c'est pas très vertueux tant d'un point de vue économique qu'écologique. C'est beaucoup de camions. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros perdus sur nos résultats. Des surcoûts, du manque à gagner et un impact sur l'environnement car un train de marchandises, c'est l'équivalent de 40 à 50 camions. Le groupe Cronenbourg affrète d'habitude 15 trains remplis de bière chaque semaine au départ de son usine d'Aubernais. Lui aussi doit se rabattre sur des camions 10 fois plus polluants. Quant à la filiale fret de la SNCF, elle est obligée de mettre des priorités, explique Philippe Moritz, son responsable de la communication. Il y a aussi un certain nombre de marchandises qui ne circulent pas. On estime à peu près à un quart les marchandises en attente, je dirais, de prise en charge. Pour le moment, il n'y a pas de grosse crise extrême, mais c'est éprouvant. Et le problème, c'est aussi que le transport routier manque de chauffeurs. Le sidérurgiste ArcelorMittal se rabat donc sur les fleuves ou la mer, alors que 50% de ses marchandises prennent le train habituellement. François Geffrier, l'économiste, encore la santé retrouvée du marché automobile français, avec des ventes de voitures qui devraient atteindre des niveaux records en 2018, Daniel Fortin. Oui, selon une étude du comité des constructeurs, les ventes pourraient atteindre 2,2 millions de véhicules cette année. Il faut remonter à 2011 pour retrouver un tel chiffre. C'est évidemment un signe encourageant de plus pour l'économie française, car ce sont d'abord les particuliers qui tirent les ventes, mais on constate aussi une forte reprise des commandes dans les entreprises qui reconstituent leur flotte de véhicules. Si l'on ajoute à cela des mesures ponctuelles comme la prime à la conversion pour échanger sa voiture polluante contre un véhicule neuf qui rencontre un vrai succès, eh bien ce marché pourrait connaître sa 4e année de hausse consécutive du jamais vu depuis 15 ans. Ça veut dire qu'on va recréer des emplois dans l'automobile ? Alors pour l'instant, on ne va plus en perdre et c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, les usines tournent à plein régime et surtout les constructeurs ont signé avec les syndicats des accords de flexibilité qui permettent une hausse du temps de travail en cas de besoin contre la garantie de maintenir un certain niveau de production en France. On est clairement entré dans un cercle vertueux. Le seul point d'inquiétude, c'est la remontée des prix
prix du pétrole à $80 hier, avec évidemment une hausse des prix de carburant. Et c'est là un vrai danger pour l'avenir. Daniel Fortin, Les Échos, merci. Europe 1. Il est 8h11, Patrick Cohen. Le football, pas de grosse surprise dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le mondial. Dimitri Payet, blessé, est écarté. Kylian Mbappé lui a bien été choisi. Le jeune attaquant a appris la nouvelle alors qu'il inaugurait sa statue au musée Grévin. Il était dans la loge et a regardé l'annonce sur le téléphone portable de son père. J'ai regardé ça dans la loge, dans un petit écran, l'ordinateur il marchait pas, donc c'était en petit que j'ai vu mon nom. Quand il y a eu mon nom, il y a eu ce petit hic. Voilà, je pense que malgré le fait que les gens pensent que pour nous c'est quelque chose de normal, non, c'est pas quelque chose de normal, on est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. J'étais pas inquiet, mais j'étais impatient quand même, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Maintenant je suis soulagé et je vais aller avec le plein de confiance, le plein d'énergie et de détermination au rassemblement à Clairefontaine. C'est un rêve qui se réalise et j'espère qu'on va aller le plus loin possible dans ce rêve. Propos recueillis par Julien Pierce. Et puis étonnant, je vous le disais, le PSG sur les rangs pour un recrutement 5 étoiles, le gardien italien Gianluigi Buffon. Simon Rubin. D'après nos informations, le PSG aurait effectivement approché ces derniers jours le mythique gardien italien, mais aucun accord n'a pour l'instant été signé. Alors Buffon, c'est un joueur de légende, un dieu vivant en Italie, admiré dans le monde entier. Et si Paris a activé la piste Buffon, c'est d'abord parce que le PSG ne juge pas son actuel titulaire, le jeune Alphonse Areola, encore au niveau pour la Coupe d'Europe. Et puis Buffon, en fin de contrat, c'est un transfert gratuit, une aubaine du point de vue économique. Enfin, Gianluigi Buffon, à 40 ans, pourrait servir de guide dans un groupe parfois en proie aux divisions. L'Italien est un homme exemplaire, respecté pour son intégrité, son abnégation et même sa sagesse. Avec lui, le PSG veut donner un modèle à suivre à ses joueurs et s'offrir du même coup une respectabilité sur la scène européenne. Simon Rubin, le chef du service des sports d'Europe 1. Il est 8h13. C'était le pays le plus riche d'Amérique latine à cause de ses immenses réserves pétrolières. Il est aujourd'hui le plus en souffrance. Crise permanente, inflation démentielle, population affamée et sur le plan politique avec une opposition muselée, en exil ou empêchée de se présenter, un président, Nicolas Maduro, qui veut retrouver une légitimité par les urnes. Maduro tenait son dernier meeting hier soir avant le vote. Envoyé spécial d'Europe 1 Caracas, Sébastien Krebs. Au milieu d'une marée de casquettes rouges, Maduro harangue la foule, debout seul sur une petite scène, chemise à l'effigie du héros national. Même rhétorique quand il s'agit de balayer les critiques internationales. L'impérialisme essaye de s'emparer de ces élections. Ils nous menacent, mais ils n'y arriveront pas. Parce que la force de la nation bolivarienne, c'est celle du peuple, uni. À près de 80 ans, Margarita n'a pas pu se déplacer. C'est à la radio que la retraitée suit la campagne. Sa minuscule retraite ne lui permet même plus de manger, encore moins de trouver ses médicaments. Mais dimanche, elle revotera quand même pour Maduro. Ce gouvernement vient en aide aux classes populaires, surtout en ce moment avec cette inflation. Il nous distribue des bons et il a annoncé un programme économique. Alors on attend, on verra. Pour son fils, Maduro n'a d'ailleurs rien à voir là-dedans. Ce sont les États-Unis qui affament le pays. En quelques jours, ils ont reçu du gouvernement un carton de nourriture et des tickets alimentaires à point nommé. Et le camp Maduro a prévu de multiplier ses distributions, y compris dimanche, jour du vote. Caracas, Sébastien Krebs, Europe 1. Enfin, ces quelques notes de piano que vous allez tout de suite identifier. Ne me quitte pas. La voix, vous la connaissez, c'est celle de Jacques Brel. Le piano, c'est celui de Gérard Joannès, qui fut le mélodiste et l'accompagnateur de Brel jusqu'à ses adieux à la scène en 67. 35 chansons composées pour Brel, Bruxelles, Les Vieux, Ces gens-là, Jackie, La chanson des vieux amants ou encore... Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. Madeleine évidemment et ses frites chez Eugène ou encore Sublime. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Mathilde de Brel, musique de Gérard Joannès, qui a composé aussi des dizaines de mélodies pour Juliette Gréco, son épouse. Il vient de s'éteindre à 85 ans.